Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Prenez place pour le journal, nous sommes le mardi 11 mars. Et à la une, la pluie qui s'empare de notre région, impossible d'y échapper. On est sous l'eau, alors je profite quand même d'une petite accalmie, d'un petit rayon de soleil pour pouvoir vous communiquer toutes les infos. Alors c'est vrai qu'il a beaucoup plu la nuit dernière, notamment un record pour le mois de mars à Châteauneuf où il est tombé, tenez-vous bien, la valeur de 3 mois de pluie en seulement 24 heures. C'est digne de l'automne. Ce matin, évidemment, on s'est réveillé avec cette météo pluvieuse qui a fortement impacté la circulation, notamment à Martigues et aux alentours. Vous en avez peut-être fait les frais. On vous a informé avec notre inforoute à la radio. On vous a donné toutes les infos sur notre site maritima.fr. Vous avez été nombreux d'ailleurs à vous connecter. Merci beaucoup. Alors là, place aux images. Parapluie en main, notre reporter Davy Moisson s'est armé de courage et de patience pour constater les dégâts au cours de cette matinée paralysée. Quelle matinée compliquée. Les intempéries ont vraiment décidé de nous contrarier un tout petit peu aujourd'hui. Tout était bloqué. Martigues s'est retrouvé paralysé durant de longues heures. Il fallait être très patient. 45 minutes pour traverser la ville afin d'accéder à l'ancienne route de Marseille. Totalement inondée sur près de 40 mètres. Il était donc impossible de la traverser pour se rendre ne serait-ce qu'à la Med. Pourtant, ce matin, un automobiliste a malgré tout tenté de passer. Résultat, un aquaplaning inévitable qui a bloqué l'automobile sur le côté de la chaussée. Les forces de police étaient présentes pour stopper les automobilistes désireux de passer. Quant aux pompiers, ils étaient installés afin d'évacuer l'eau stagnante. Le bilan, une route bloquée durant toute la matinée, une circulation quasi inexistante et une météo très capricieuse aujourd'hui encore. Alors prudence sur la route, n'essayez pas de vous mesurer aux intempéries car on le sait bien, la météo l'emporte toujours. Des perturbations, certes, mais du bon pour la nature. Au moins ça, de quoi nous éloigner un peu plus de la sécheresse et faire les beaux jours des nappes phréatiques. C'est en tout cas ce que confirme Paul Marquis, notre partenaire de la météo du 13, l'expert au micro de Raphaël Cayat. Ah oui, bien sûr, les nappes phréatiques se rechargent de septembre à mars. Donc on est encore dans la période de recharge, donc c'est des pluies qui sont efficaces, même si ça tombe un peu fort pour être à 100% efficace. Néanmoins, ça va vraiment atténuer la sécheresse qui s'était installée dans l'Accro, parce qu'effectivement on était en vigilance sécheresse depuis début du mois de février, parce que la nappe de l'Accro est un peu basse. Donc a priori ça va quand même bien s'améliorer dans les prochaines semaines. Et donc on ne parlera plus de sécheresse a priori avant au moins le début de l'été, peut-être même jusqu'à juillet si on a de la chance. L'an dernier on était plutôt bien en question nappe phréatique, c'était mieux que l'année d'avant si je me rappelle bien. Ah oui, pour l'instant l'année dernière on était effectivement mieux qu'en 2022-2023. Là cette année on est encore mieux qu'année dernière, donc sauf sur l'Accro, sinon ailleurs entre le Pays Aixois, Marseille, Salonnais, c'est pas du tout inquiétant, tout va bien au niveau des sécheresses de surface et des nappes phréatiques, les niveaux sont plutôt corrects. Et effectivement, donc la situation s'améliore. Ça fait maintenant près d'un an et demi que la pluie est revenue dans le département des Bouches-du-Rhône, donc on n'aura pas de grande sécheresse cet été. C'est déjà une très bonne nouvelle pour l'ensemble des habitants des Bouches-du-Rhône. On poursuit ce journal pour vous parler politique. Martine Vassal a convié la presse hier dans une brasserie du 8e arrondissement de Marseille, comme elle l'avait annoncé lors de notre émission Rue de la République, que vous retrouverez d'ailleurs demain sur Maritima TV. Tout ça s'est fait autour d'un petit déjeuner pour annoncer le lancement des groupes de travail pour une Provence plus forte. Objectif, rassembler des personnalités issues de la société civile pour échanger sur des thématiques essentielles comme la santé, la sécurité, les transports ou encore l'environnement afin d'améliorer la qualité de vie des habitants de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Reportage signé Nordine Ali Saïd. Parmi les thématiques abordées par les référents autour de Martine Vassal, l'éducation avec une volonté de favoriser l'accès aux nouvelles technologies pour Élodie Garcia, en charge du pôle Jeunesse École de ce projet pour une Provence forte. On parle beaucoup de l'IA. Par exemple, on interdit des fois l'utilisation de ChatGPT. Peut-être qu'on pourrait tout simplement apprendre à l'utiliser avec intelligence. Donc en fait, c'est toutes ces choses-là où aujourd'hui l'éducation nationale n'a pas de compétences, où la métropole pourrait intervenir, donner à la fois des moyens financiers et humains pour former les écoliers, collégiens et lycéens sur ces sujets. L'ancienne directrice d'école sera accompagnée dans sa mission par Robert Ciampi, actuellement proviseur. Il souhaite réduire les disparités entre les établissements scolaires de la métropole Aix-Marseille. Éviter qu'il y ait une différence entre le milieu rural et le milieu urbain. Alors évidemment, il y a des différences, mais l'objectif c'est de donner la même possibilité et peut-être même la même chance au milieu rural. On parle souvent de quartiers pour la ville, les QPV, mais on oublie
très très souvent le milieu rural qui est très riche et qui a besoin justement d'un accompagnement. Et c'est là où notre projet devra s'articuler avec d'autres groupes de travail. Et on parlait de la culture, on parlait du sport parce que c'est essentiel, l'éveil et l'éveil des petits. D'autres thèmes ont également été abordés ce lundi, parmi lesquels la santé, l'environnement ou encore les relations internationales. Au total, 11 personnalités issues de la société civile ont pris part à cette présentation des groupes de travail. Un point d'étape sur l'avancée des travaux est prévu en juin, c'est ce qu'a indiqué Martine Vassal. À Marseille toujours, le maire Benoît Payan met à nouveau en garde les opérateurs de trottinettes électriques. Il menace même de les supprimer si elles ne sont pas mieux gérées. Le stationnement anarchique restant un problème récurrent. Pour certains Marseillais, la trottinette est devenue indispensable. Et pour d'autres piétons automobilistes, c'est un véritable danger. Le partage du bitume dans la deuxième ville de France divise donc les usagers. C'est ce que vous apprendrez dans le reportage de Cassandre Amourou, disponible dès ce soir sur nos réseaux sociaux, Insta et Facebook. Désormais, on n'hésitera pas à vous envoyer sur nos réseaux sociaux. On poursuit cette édition au ROV autour d'un conseil municipal extraordinaire. Le maire historique de la commune, doyen des maires de France, Georges Rousseau, vous le savez, a officiellement passé la main hier. Après 44 années à la tête de la commune, le communiste de 95 ans a assisté à l'élection de son premier adjoint, Paul Sabatino, dans une salle des fêtes qui avait fait le plein, bien sûr, pour l'occasion. Reportage de Joey Temple. Alors, sur 28, 3 abstentions, Vincent Sabatino Paul. Devant la centaine de personnes ayant fait le déplacement, c'est sans surprise que Paul Sabatino est devenu à 72 ans le nouveau maire du ROV. Il s'érige en successeur de la grande lignée communiste du village. Je peux dire surtout que je suis le 4e maire de la même étiquette politique depuis 1947 et que 4 maires, dont un, a fait un parcours exceptionnel. Ce qu'il a fait, c'est énorme. Et le faire sans le copier, ça va être très difficile. Tout au long de son discours, Paul Sabatino n'a cessé de remercier celui qu'il appelle le camarade Joe, Georges Rousseau, qui laisse aujourd'hui sereinement le siège qu'il a occupé pendant presque un demi-siècle. Ma chance, c'est que je vais avoir vraiment un remplaçant qui était mon premier adjoint et qui était quelqu'un que je suis sûr, quoi, c'est une chance pour moi. Je n'allais pas laisser passer cette chance, vous voyez, parce que, comme je dis toujours, le maire qui ne réussit pas la succession, il a tout échoué. Succession réussie dans une soirée qui s'est imposée par la force des choses en cérémonie d'hommage. Les figures locales du Parti communiste étaient là. Gabi Charroux, le maire de Martigues, l'ancien député Pierre Daréville ou encore Jérémy Bacchi, le sénateur et secrétaire général du parti dans les Bouches-du-Rhône. On m'a toujours dit, Jérémy, à ceux qui disent j'ai perdu la mairie parce que j'étais peut-être un maire trop communiste, je leur réponds systématiquement qu'on perd une mairie précisément parce qu'on n'est pas assez communiste. Parce qu'être communiste, c'est répondre au bonheur des gens, répondre aux besoins des populations. Et je crois que durant tous ces mandats, c'est ce qu'a fait avec beaucoup de conviction, beaucoup de cœur, beaucoup d'amour et d'humanité Georges Rousseau. Et à nouveau, merci à lui pour tout ce qu'il a pu faire. Une ligne politique que le désormais nouveau maire du ROV, Paul Sabatino, entend bien maintenir à minima jusqu'aux élections municipales en 2026. Et on salue une fois de plus Georges Rousseau qui reste tout de même adjoint au ROV et qui continue surtout de siéger à la métropole. À Fos, coup d'envoi des travaux de rénovation sur le haut fourneau numéro 1 du site d'ArcelorMittal. ArcelorMittal Méditerranée qui annonce un programme de travaux d'ampleur pour allonger la durée de vie de son haut fourneau numéro 1. Il s'agit de la première étape à hauteur de 18,3 millions d'euros sur un investissement global de 53 millions d'euros et un redémarrage prévu pour 2026. Problème, le site de Fos-sur-Mer étant déjà fragilisé par l'arrêt en novembre dernier de l'un de ces deux fourneaux, vous en avez parlé. Ces travaux vont davantage ralentir la production de fonte du site. Écoutez, Zidane Merabé, élu CGT au CSE ArcelorMittal, il est au micro de Sandrine Calvérac. Bien évidemment que les travailleurs ainsi que l'ensemble du site de Fos prend ça comme une bonne nouvelle. Cependant, il est crucial de ne pas se laisser emporter par cette annonce positive sans prendre en compte le contexte difficile qu'on vit aujourd'hui. En 2025, c'est une réduction de 308 postes à laquelle on est confronté dû à une restructuration du site de Fos. Renouveler le haut fourneau, certes, c'est une étape nécessaire,
mais ça ne suffira pas à éviter une casse sociale, à moins que nous mettions en place un véritable projet de transition énergétique. Bien que nous célébrions quand même la rénovation du Haut-Fourneau comme une étape positive, on doit également insister pour qu'un plan clair et ambitieux soit établi pour la transition énergétique. Sans un véritable projet par la direction qui garantisse l'avenir de notre site et des salariés, on risque de se retrouver dans une situation précaire où la casse sociale devient inévitable. Et sachez que le site de Fos, qui a vu sa production divisée par 2 avec l'arrêt de l'un de ses hauts fourneaux, craint pour son avenir, car ça s'ajoute à 2 autres menaces, la concurrence chinoise et la taxation des importations d'acier aux États-Unis. On reste à Fos pour parler de toute autre chose, pour parler solidarité avec l'ouverture prochaine d'un lieu d'accueil pour les victimes de violences conjugales et sexuelles. À l'origine de ce projet, l'association Solidarité Femmes 13. L'emplacement de ce lieu d'accueil est tenu secret, vous le comprendrez, par mesure de sécurité pour les victimes. Il s'agit en tout cas d'une maison mise à disposition par un particulier engagé pleinement dans la lutte des violences faites aux femmes. Femmes et enfants pourront s'y réfugier, 9 personnes pourront y être accueillies, 3 femmes, 6 enfants. Il y aura également une chambre d'urgence pour répondre aux situations de crise. Mais pour l'heure, le lieu a encore besoin de travaux d'aménagement pour garantir de bonnes conditions de vie. Comptez sur nous pour vous tenir au courant de son ouverture officielle. À la page sport, fin de saison malheureusement pour les Spartiates, et pourtant ce n'est pas faute de les avoir soutenus jusqu'au bout. Comme la saison dernière, les Marseillaises s'inclinent en quart de finale des playoffs de la Ligue Magnus, et comme l'année dernière, c'est contre Bordeaux décidément hier soir dans une patinoire remplie de 4864 spectateurs, record d'affluence. Les Spartiates se sont donc inclinés 4-1. Le coach marseillais Luc Tardif fait le bilan de cette saison. Il se projette surtout sur les années à venir. Bordeaux mérite de passer. On n'était pas très loin, mais il manquait un petit quelque chose. Je pense que Bordeaux était supérieur dans plusieurs aspects du jeu. Mais je trouve qu'on a montré des belles valeurs sur cette série. C'était une série accrochée malgré le fait que ce soit 4-2, le fait qu'on ait eu le courage de revenir sur ce match 5, le match 2 qu'on a été chercher à l'arrache. Voilà, on a montré quand même des belles valeurs. Ça ne l'a pas fait. Je pense qu'on va se servir de ça pour être plus complet l'année prochaine, parce qu'on voyait la différence entre l'équipe de Bordeaux et nous, c'est que un peu plus de constance, un peu plus de constance, plus complet, un effectif plus complet, mais on va essayer de travailler là-dessus pour l'année prochaine. Ça fait 2 ans qu'on est en Magnus, on a fini 5, 6e, on a poussé la première année Bordeaux au 7e match en prolongation. Ce soir, on les a quand même poussés sur cette série 4-2. Bordeaux, c'est une équipe qui est là depuis maintenant 12 ans en Magnus, donc il faut prendre le temps aussi. Il faut aller vite parce qu'on a de l'ambition, mais il faut prendre le temps aussi. Et je pense que les 2 premières saisons sont réussies. Voilà. La première, évidemment, on était bien au-dessus des attentes. Mais cette année, on finit 6e et puis on fait une bonne série. On fera mieux la prochaine année. Des propos recueillis par Enzo Buonalana et Ilan Da Silva Anam. En basket, Fos accueille le leader Boulazac ce soir. Un gros défi pour les Bayers relégables. Une rencontre également chargée d'émotions puisqu'un hommage très attendu sera rendu à Henri Juita, le père du coach Rémi Juita, ancien président et membre fondateur de Fos Provence Basket, décédé la semaine dernière. Coup d'envoi à 20h à la Halle, rebaptisée de son vivant Halle Henri Juita pour saluer son implication. En football, match décisif du PSG ce soir en Ligue des Champions, 8e de finale, retour contre Liverpool. Après avoir été battus au match aller par les Reds au Parc des Princes 1-0, les Parisiens n'ont pas d'autre choix que de s'imposer d'au moins 2 buts s'ils veulent poursuivre l'aventure européenne. Avec un but d'avance, ils iront en prolongation, voire au tir au but. Exploit ou élimination? Réponse ce soir, coup d'envoi de la rencontre à 21h à Enfield. Et puis pas question de clôturer cette édition sans une note féminine et martingale à la fois. Martigues continue de célébrer les femmes. L'exposition Martingale célèbre nous invite à découvrir des destins hors du commun à travers 14 portraits de Martingale, de Clara Luciani en passant par Amélie Rotard, Armelle Dutch ou encore Morgane Hortin. Le public peut se plonger dans ces parcours d'exception des natives de la Venise provençale. Et le public, pour l'inauguration, samedi, a répondu présent, non sans fierté, pour admirer ces femmes si chères au cœur des Martégots. Réaction recueillie par Davy Moisson.
département, c'était beaucoup les hommes qui étaient mis à l'honneur, par exemple dans un couple ou autre. Donc le fait d'équilibrer un petit peu les comptes, c'est la première des choses à faire, c'est certain. C'est important de leur rendre hommage à ces célèbres dames. On leur rend hommage. Je remercie M. Gabi Charoux, notre maire de Martigues, d'avoir pensé à cela. Bien sûr, c'est hyper important de montrer que Martigues a vu naître des femmes importantes, que ce soit des sportives, des écrivaines, des autrices, des actrices, des scientifiques aussi. Et il faut continuer parce qu'en fait, toutes les Martigales sont des femmes célèbres. C'est très bien de les mettre à l'honneur et c'est très bien de les mettre à l'honneur maintenant et ce serait bien de les mettre à l'honneur beaucoup plus souvent. Martigales célèbre, une expo à découvrir jusqu'à la fin du mois, donc dans le hall de l'hôtel de ville de Martigues. On vous la conseille, cette expo, avec un petit coup de cœur, c'est vrai, pour Clara Luciani, que vous retrouverez sur la scène du Dôme à la fin du mois. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Reste à vous souhaiter une excellente soirée. Et puis, un petit conseil, profitez de la journée demain, mercredi, avec vos enfants pour prendre l'air. Ce sera l'accalmie niveau météo, mais ça va vraiment être éphémère parce qu'il paraît que dès jeudi, c'est reparti pour la pluie. Enfin, à demain.